Michel Auger è un etnologo, antropologo, si è occupato di mondializzazione, di un concetto di mondializzazione, di concetti come esilio. È direttore degli studi all'École d'Haute-Études Anciennes Sociales di Parigi, ed è direttore di ricerca dell'Istituto di ricerca dello sviluppo francese. È a capo di un programma europeo che si intitola Asile, e questo già vi fa comprendere come la sua competenza possa introdurci al tema della solitudine. In questo caso, in questa seconda battuta rispetto alla mattinata, entriamo in quella dimensione forse più immediata del significato della parola solitudine, una dimensione sociale ed esistenziale. E io, ecco, per separarla forse un po' da quella solitudine produttiva e creativa che era la solitudine, così che abbiamo chiamato quella dello studiolo, vorrei legare, come ha fatto un grande esperto di psichiatria, Eugenio Borgna, questa differenza, parlando di solitudine positiva e di solitudine che è isolamento. E la differenza sta nel fatto che tra la solitudine e l'isolamento, se nella solitudine si mantiene una comunicazione, magari una comunicazione con i nostri avi o una comunicazione con le generazioni del futuro, un colloquio ideale che va attraverso lo studio e la ricerca, nell'isolamento non c'è più comunicazione. Ci sono muri, ci sono grate e prigioni ideali, ma anche purtroppo talvolta materiali, che non consentono più il passaggio né nei confronti dei soggetti che ci circondano nel presente, né nei confronti degli individui del passato e del futuro. Lascio la parola a Michel Auger. Donc, comme vous voyez, je ne suis pas Marc Auger. C'est un grand ami, après avoir été mon directeur de thèse il y a quand même quelques années de cela, et qui m'a d'ailleurs beaucoup encouragé, il y a de cela une quinzaine d'années, à orienter mes recherches comme je m'y engageais sur la question de l'exil, des réfugiés, des déplacés, des migrants. Et donc vous verrez que si vous avez l'habitude, et je crois qu'en Italie on a beaucoup l'habitude de lire Marc Auger, ou dans le monde italophone, vous pourrez voir des correspondances, ou bien je vous les indiquerai, et j'espère que vous ne serez pas déçus. Je vais vous parler d'absence, de présence au monde et de subjectivité dans l'exil aujourd'hui. Nous avions l'habitude d'associer à l'exil une dimension spirituelle, intellectuelle, artistique. De grandes figures ont émergé de cette situation de déracinement jusqu'à s'affirmer dans une véritable littérature d'exil. Je pense bien sûr à Édouard Saïd et à ses réflexions sur l'exil. Édouard Saïd, palestinien naturalisé américain, ou encore, bien sûr, à la philosophe Hannah Arendt, qui, la première, a dit comment la condition des réfugiés posait ainsi mise à nu la question de l'État, la question du rapport de l'individu à l'État, bien plus fortement, disait-elle, que la question des minorités qui sont à la recherche d'un État, alors que les individus, eux, sont sans État, et donc pose la question du périmètre de l'État, où est et quel est le rapport de l'individu à l'État. On peut lire ces réflexions de Hannah Arendt, à partir de sa propre expérience de réfugiée allemande aux États-Unis. De même, à New York, et à peu près à la même époque, le sociologue autrichien Alfred Schutz, exilé en juillet 1939, enseignant à la New School de New York, a décrit en détail ce qui reste une phénoménologie de l'hybridation culturelle. Il parlait déjà d'hybride,
montrant à partir de sa propre expérience comment des modèles culturels se croisent, se superposent, s'entrechoquent pour engendrer ce qu'il appelait une nouvelle manière de penser habituelle, toujours syncrétique, toujours singulière, et qui, ayant perdu en évidence ou naturalité, a gagné en objectivité et en intelligence du monde. Malgré les pertes, les incertitudes et la souffrance produites par l'exil, les sujets de l'exil pouvaient donc être des sujets de parole, pouvaient redonner sens à leur existence, se réancrer, trouver une place et penser ailleurs, comme l'a écrit la sociologue française Nicolas Lapierre, qui s'est interrogée sur ces intellectuels en exil. Cette présence au monde s'est exprimée sous les formes de la performance politique, de la performance artistique ou narrative, par le récit de soi, faire de soi un autre et ainsi se détacher d'un soi qui était laissé en souffrance. Nous sommes aujourd'hui dans une situation radicalement différente. Ceux qu'autrefois on appelait les exilés n'ont plus de lieu d'arrivée à partir duquel ils peuvent construire leur récit, ou le poème, ou le parti de cet exil. La figure de l'exilé ne trouve plus à se réaliser, tout simplement parce qu'il n'y a plus de lieu qui soit reconnu comme la place de l'exilé, si ce n'est le lieu du camp, le lieu de la mise à l'écart et du mouvement entravé. On est passé en quelque sorte de la grandeur spirituelle de l'exilé à la misère institutionnelle du réfugié, voire de l'étranger sans papier. Le réfugié dépend de politiques reconnaissant son statut de demandeur d'asile ou d'assistance. La demande d'accès à cette assistance minimale crée une situation très étrange, humiliante, où l'exilé maintenant en vient même à mendier pour avoir le statut de réfugié. Que s'est-il passé? Il me semble qu'une bifurcation a eu lieu dans l'histoire européenne. Dans les années 30, bien sûr, on a pu désigner un certain nombre d'étrangers comme des indésirables. Ce fut le cas en particulier des réfugiés espagnols en France, dont près de 500 000 arrivèrent en France à la fin de la guerre d'Espagne, en 1939. Plus de 200 000 d'entre eux sont passés par des camps d'internement, mais un plus grand nombre encore a été reconnu et secouru grâce à de fortes solidarités politiques et intellectuelles. Si bien que la figure de l'exilé espagnol ne peut absolument pas se résumer à la condition de réfugié encampé, mis en camp. Après la Seconde Guerre mondiale et ses 30 millions de déplacés de force, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a été créé en 1950 et la Convention de Genève relative à l'asile et au statut des réfugiés a été votée en 1951 par les mêmes Nations Unies. Avec la chute du mur de Berlin, la nécessité de cette rhétorique universaliste, de cette rhétorique de droits de l'homme pour tous, qui prenait sens dans l'après-guerre et tous ces déplacés et la rédemption qu'ont ressenti les leaders européens et mondiaux après la Shoah. Après la chute du mur de Berlin, dans les années 90, soudainement, quelque chose a changé. La nécessité de la rhétorique universaliste semble être devenue gênante ou avoir disparu, ou elle a changé de camp, montrant ainsi le caractère situé et relatif de l'universalisme lui-même. Les années 90 ont été troubles, incertaines, marquant la fin d'un siècle et le début d'un autre. Elles ont entamé un tournant radical. Progressivement, l'asile et plus généralement tout ce qui concernait le passage des frontières nationales, singulièrement les mobilités internationales du Sud vers le Nord, voire entre les pays du Sud, ont été traités comme un poids, celui de la misère du monde, et une menace, donnant alors des migrants et réfugiés en situation précaire l'image de personnes absolument indésirables.
illégale, clandestine ou dangereuse. En quelques années, l'asile en Europe a été réduit à une peau de chagrin, passant de 85% d'acceptation des demandes au début des années 90 à plus de 85% de refus au milieu des années 2000. De nouvelles formes d'externalisation du traitement de l'asile et de l'immigration ont été adoptées dans la dernière décennie et des dispositifs institutionnels permettant l'expulsion, souvent spectaculaire, d'étrangers sans titre de séjour ont été mis en place. On retrouve alors les figures du paria, du surnuméraire, des vies en reste et de la superfluité humaine déjà évoquées par Hannah Arendt à propos des sans-État. Dans un monde qui se prétend unique, homogène, consensuel, de l'après-guerre froide donc, un monde sans reste, ceux-là sont de trop. Il faut inventer pour eux un extérieur du monde, un artefact d'extérieur qui les maintient en vie physique sans reconnaître leur existence sociale. C'est ce que j'ai appelé l'exil intérieur, à l'intérieur du monde. Il décrit un parcours long, pénible, souvent dangereux, allant d'un quartier marginalisé à un camp, un centre de rétention ou un campement en forêt. Ceux qui s'y trouvent passant ainsi d'une catégorie institutionnelle à une autre, un jour clandestin, le lendemain demandeur d'asile, avant cela déplacé interne, puis réfugié, puis sans-papiers, etc., etc. Le rapport des sans-État aux États se traduit par ces recatégorisations permanentes qui correspondent à des mises à l'écart. Sans que jamais, eux-mêmes, ces personnes, puissent trouver la sortie vers une place et une reconnaissance dans une société ou une ville d'accueil. Au total, on peut dire que plus de 75 millions de personnes dans le monde sont en situation de déplacement forcé. Mais ces mouvements de population se font aux 3/4 entre les pays du Sud eux-mêmes. Ils représentent une partie seulement des 250 millions de personnes qui sont en migration, 250 millions de migrants dans le monde, 3% de la population mondiale. On appelle cela une vague, la deuxième grande vague de globalisation humaine après celle de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Mais on peut se demander si le terme de vague correspond, puisque d'une certaine façon, cela va continuer comme un phénomène durable, structural, une partie de la fondation du monde. Une anthropologie de la mondialisation doit donc nécessairement être une anthropologie de la mobilité. Le réfugié, le migrant dit clandestin ou le sans-papier occupe aujourd'hui une place symbolique qui est celle de l'étranger défini comme indésirable, mais dont l'altérité reste inexplorée parce que le mur même qui le tient à l'écart empêche toute expérience de cette altérité. À partir de certaines de mes enquêtes passées et en cours, j'ai voulu, dans un ouvrage tout récent qui s'appelle « La condition cosmopolite », paru aux éditions La Découverte il y a quelques semaines, j'ai voulu partir de l'exemple de personnes aujourd'hui en déplacement, en migration, qui se trouvent donc dans une situation de frontière. Je vous expliquerai un petit peu ce que j'entends par situation de frontière. Cette frontière qui dure dans le temps, qui s'élargit dans l'espace, où l'on est gagné par l'incertitude de l'identité sur soi ou sur les autres, ce que Alfred Schutz, comme je l'ai déjà mentionné, avait appelé le labyrinthe de l'étranger, une espèce de labyrinthe permanent dont on ne sort pas. Pour ces personnes, donc, l'expérience du monde, la réalité du monde, se manifeste dans leur déplacement, dans l'expérience qu'elles font de la frontière et des autres. Qui voit-on, que voit-on dans ces situations de frontière? Trois figures, trois concepts m'ont paru possibles aujourd'hui pour observer ces situations de frontières et pour essayer de comprendre quelles conditions de vie en émergent. Il y a la figure du paria, d'abord, je l'ai déjà dit, qui vit reclus dans le camp de réfugiés, de déplacés, de rétention.
la longue durée de cet établissement, son caractère aussi de carrefour mondial, puisqu'on est dans un camp de réfugiés à la rencontre d'autres groupes nationaux, d'autres groupes linguistiques, de missionnaires humanitaires occidentaux. Tout cela fait des camps des lieux de frontières, au sens d'une expérience du monde et de l'altérité, mais aussi au sens d'un espace qui est en dehors de l'espace national proprement dit. Une deuxième figure est celle du métèque, figure ancienne, mais qui est, si on peut dire, renouvelée, repensée, remise en œuvre, avec toutes les vies, toutes les conditions de vie des travailleurs et des travailleuses qui sont utiles, mais aussi éventuellement jetables une fois que leur utilité est passée. Ce sont bien évidemment ce qu'on appelle en France les travailleurs sans papier, des centaines de milliers en France, mais ils sont des millions de travailleurs sans papier aux États-Unis. Je l'ai rencontré personnellement dans mes enquêtes à Beyrouth, dans des familles composées de migrants soudanais et de migrantes bangladaises qui, s'étant rencontrés à Beyrouth, ont formé une famille un peu improbable s'ils étaient restés dans leur lieu de naissance. Il y a aussi, bien sûr, les travailleuses sous contrat de parrainage, qu'on appelle le modèle du Qatar ou le modèle du Koweït, qui font venir au Proche-Orient, et en particulier au Liban et à Beyrouth, des Philippines, des Sri Lankaises, des Bangladaises, des Éthiopiennes. Tous ces migrants et ces migrantes sont bien dans la ville, ils y travaillent, ils réussissent à y vivre, en tout cas à y vivre dans un minimum social, mais ils n'ont aucune citoyenneté, ils n'ont aucune carte, aucun droit associé à une carte de résidence, de séjour, et ils n'ont aucun droit de propriété. C'est en cela qu'on peut les appeler des métèques. Mais pour eux, donc, la frontière, c'est la ville tout entière, puisqu'ils sont toujours illégaux dans toute la ville. Une troisième figure, je m'y attarderai un peu plus, est celle de l'errant, on peut dire du vagabond, une figure ancienne, mais qui devient de plus en plus nombreuse et depuis quelque temps plus visible, en particulier aux portes de l'Europe. Incertitude du parcours, de la destination, du statut selon les pays. On peut être clandestin ou illégal ou sans papier. C'est un exil qui n'en finit pas. Pour eux, la frontière est un espace effrayant, dangereux. La frontière, c'est tout le désert du Sahara. La frontière, c'est toute la mer Méditerranée. C'est tout le désert du sud américain. Ou c'est la route elle-même. Pour se donner du courage, se sentir sujet d'un mouvement, sujet d'une marche en avant, dont ils ne contrôlent pourtant pas les déterminations, ils se disent aventuriers, refusant la compassion victimaire et recréant des récits où la part imaginaire, la part mythique, prend parfois une très grande place en recréant leur parcours sous le mode de l'aventure initiatique, de l'aventure épique. Mais comme je le disais au début, ce sont des voix sans écho, ce sont des récits qui n'ont pas de portée, jusqu'à un certain point. Alors que ces destins étaient invisibles, bien que des dizaines et des centaines de milliers depuis 2 décennies au moins, depuis le milieu des années 90, bien qu'ils pouvaient correspondre à ces mots de Hannah Arendt que j'ai souvent cités à propos des réfugiés. Elle disait « Le plus important, c'est il faut rendre les réfugiés célèbres ». C'est l'anonymat qui est le plus terrible, c'est le fait de n'avoir pas de nom, pas d'histoire, pas de récit, et donc avec tout ça, pas de reconnaissance. D'une certaine façon, être sans nom est leur deuxième peine, leur deuxième disparition. Mais plus récemment, et je voudrais le mentionner parce qu'il me semble que c'est très intéressant, très récemment,
des écrivains au rayonnement international ont pris le relais des témoignages associatifs, militants ou journalistiques ou du travail des chercheurs pour décrire de l'intérieur ce mouvement devenu sous leur plume héroïque et dramatique, ce mouvement de celles et ceux qui arrivent d'Afrique jusqu'aux hautes grilles de Ceuta et Melilla, à la frontière espagnole au Maroc, qui y meurent ou qui le franchissent, ou qui traversent la Méditerranée en barque jusqu'à l'Europe. C'est par exemple l'histoire de Kadi Demba, la troisième des 3 femmes puissantes de Marine Ndiaye en 2009, ou bien la nouvelle Barça ou Barsac de Leclésio en 2011, dans le recueil de nouvelles Histoire du pied, en 2011 donc, ou encore le roman de Delphine Coulin, Samba pour la France, la romancière Delphine Coulin s'inspirant de son expérience à la CIMAD d'aide aux réfugiés demandeurs d'asile et en centre d'accueil, ou encore, plus récemment, donc, le roman de Mathias Hénard, Rue des voleurs, en 2012, l'histoire de Lakhdar, jeune Marocain de Tanger, traversant la Méditerranée, puis allant mourir à Barcelone. Nulle compassion dans ces récits, puisque ce sont des romans qui se présentent bien comme des récits. Pas de prétention à se substituer au témoignage, mais écrire un témoignage, tentant de rendre de l'intérieur, dans une écriture toute empathique, des histoires qui deviennent sous leur plume héroïques. Comme pour répondre, avec quelques années de décalage, aux propos de l'écrivain palestinien américain Edward Said, comme aux propos de l'écrivain somalien Nouruddin Farah, quand tous deux se désolaient de l'écart entre le grand destin de l'exilé du XXe siècle et la vie sans honneur, anonyme, du réfugié de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Le mot Barsac est présent dans ces romans et nouvelles. Barsac est le mot arabe pour dire l'entremonde. Il est la frontière entre les mondes, mais il est aussi les limbes entre la vie et la mort. C'est pour ça que dans le Rue des voleurs de Mathias Hénard, le dernier chapitre du récit, où le héros de cette aventure va mourir à Barcelone, lentement, très progressivement, ce chapitre s'appelle Barsac. Et la nouvelle de Leclésio, qui raconte cette traversée de la Méditerranée, s'appelle aussi Barsac. Des limbes donc entre la vie et la mort, une sorte d'état liminaire où se trouvent en effet tous ceux qui ne savent pas s'ils vont vivre ou mourir. Il y a toujours un décalage entre les représentations que nous avons de nos existences, comme des existences ancrées. Nous parlons de notre terre natale, nous parlons de la terre de ma famille, de la maison familiale. Un écart donc entre cette représentation et la conscience pragmatique que nous déployons chaque jour par ailleurs et qui reconnaît simplement le fait de vivre dans un monde quotidien qui, en pratique, n'a rien à voir avec cela, un monde fait de mobilité, de déplacement. Si l'on s'abstrait des conditions parfois dramatiques des camps de réfugiés ou de déplacés, si l'on généralise à notre condition contemporaine ce cosmopolitisme ordinaire des migrants, alors on voit qu'il y a dans cette expérience un trait de notre modernité que nous pouvons tous, à différents degrés, vivre et ressentir. C'est ce trait qu'un réfugié libérien rencontré dans un camp en Guinée résumé à sa façon par la phrase « Je suis de là où je vis ». Et donc c'est ce rapport de l'exilé au lieu et à l'absence du lieu que je voudrais approfondir maintenant. La mémoire est importante pour l'attachement au lieu, mais dans le cas des exilés, elle est toute délocalisée, cette mémoire.
De là vient l'importance des récits, parce qu'ils sont aussi des récits de lieux, comme ce parcours interminable que raconte un migrant rencontré à Calais et qui va de Kaboul à Calais, l'auteur du récit nommant tous les lieux où il est passé les uns après les autres, les villes, les montagnes, les campements où il a été arrêté, les centres de rétention où il a été emprisonné, un hôpital où il s'est retrouvé. Une succession de lieux dont l'ensemble finit par prendre une dimension personnelle, former un paysage, une multilocalité qui non seulement constitue le récit, mais aussi qui constitue son auteur, l'auteur du récit, devenu sujet en tant qu'il est sujet du récit. Comme dans le cas de celui qui se dit aventurier, la fonction du récit est de recréer un sujet là où il semble avoir disparu sous la succession des contraintes violentes. Dire que la mémoire est délocalisée, c'est évoquer une mémoire qui ne se fixerait plus sur les lieux. Chez certains historiens et anthropologues, on trouve les notions de lieu de mémoire chez Pierre Noroy ou de lieu anthropologique chez Marc Auger. Ce qui fait le lieu anthropologique, dit ce dernier, c'est un ensemble de relations et de mémoires qui permet à ceux qui vivent là, dans ce lieu, de s'identifier à lui. En somme, d'y avoir déposé leur identité. En nommant un lieu, c'est la mémoire de soi qui s'inscrit dans ce lieu que l'on nomme, et c'est soi-même que l'on nomme par rapport à ce lieu. Dans la condition de l'exilé, ou dans celle du réfugié, la mémoire est délocalisée, ou mieux, elle est multilocalisée. Quand on passe 15 jours ici, 15 jours ailleurs, c'est le parcours lui-même qui est le lieu. Cependant, je défends que l'expérience de la mobilité, du parcours lui-même, est toujours l'expérience d'une succession de lieux. Il y a donc le voyage en tant que déplacement, mais dans le voyage, il y a toujours des moments où l'on reste quelque part, une nuit, 2 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans, 30 ans, tout en ayant le projet ou le désir de continuer. Ce qui fait la mémoire, c'est ce lieu-ci ou ce lieu-là où l'on est passé, où l'on a séjourné pour une durée plus ou moins longue et où quelque relation s'est établie avec le lieu ou avec les habitants. À moins, et je ferai une longue parenthèse encore littéraire, à moins d'être dans cette étape post-catastrophe qui semble bien être celui d'après une apocalypse que décrit Cormac McCarthy dans La Route. Étonnamment, ce roman décrit sur 200 pages ce qui se passe dans le monde chaotique qui suit une dernière catastrophe, qui peut être de type nucléaire. C'est un roman magnifique, très intérieur, ou plutôt un récit où l'on ne distingue plus entre ce qui est intérieur et ce qui est extérieur. Il est centré sur la marche, la fuite, l'interminable fuite. Il faut être un écrivain hors pair pour parvenir à rendre cela, parce que ce que décrit La Route est un étrange vide. Seule la littérature et la fiction peuvent dire quelque chose à ce propos. Il n'y a plus d'anthropologie. Peut-on faire l'anthropologie de la disparition de la mémoire de la vie dans le Barsac, l'entre-deux-mondes évoqué plus haut, lorsqu'il serait sans retour dans le monde des vivants? Si je l'évoque, et si je l'évoque jusqu'à ce point, c'est parce que c'est aussi la limite d'un raisonnement, c'est la limite entre la connaissance et autre chose, la révolte, l'art, l'engagement, car il y a bien sûr, vous l'avez compris, une ressemblance entre cette disparition de la vie dans l'après-catastrophe décrite par le romancier McCarthy dans La Route et la disparition des centaines, en vérité des milliers depuis quelques années, de migrants noyés en Méditerranée au large de Lampedusa.
Au-delà des migrants et des réfugiés, donc, nombreux sont celles et ceux qui, partout, partagent aujourd'hui une problématique où il faut habiter un monde, d'une part dans un rapport fragile à un lieu et à un présent sans mémoire, et d'autre part dans un rapport lointain, de plus en plus abstrait, à un chez-soi qui a été perdu. Vivre ou survivre au quotidien s'ajoute à une mémoire qui ne se fixe plus sur des lieux privilégiés, une mémoire délocalisée. Cela nous ramène à l'idée d'absence, si bien décrite par Elias Sambar, écrivain, historien, homme politique et poète palestinien, à propos de la Palestine. Les Palestiniens vivent avec une absence, dit-il, et presque plus avec leur territoire. Ça, c'est moi qui le dis. Celui-ci, ce territoire, s'éloigne d'année en année. Bientôt, il risque de disparaître de l'avenir. Il ne peut déjà plus être un horizon pour la vie de chaque personne, de chaque Palestinien qui se trouve au Liban, en Jordanie, en Syrie ou ailleurs, et dont on parle du territoire perdu de l'ancienne Palestine. C'est comme une mémoire qui ne se constitue plus qu'autour d'une absence. C'est en fait une double absence, dit Elias Sambar, à la fois le sentiment de l'absence de cette terre en moi, et là-bas, cette terre dont je suis absent. Et alors, ce que je ressens ici en moi et qui me fait sentir coupable, dit encore l'exilé Sambar. De là-bas, on est absent, on a perdu la terre, on a perdu ce qui l'habitait, on s'est en quelque sorte absenté de soi-même. Et ici, on est occupé physiquement et mentalement par cette absence. Cette manière dont le temps et l'espace sont présents et absents sous une forme diffractée dans l'expérience de l'exilé est à la fois très spécifique, bien sûr, à l'histoire palestinienne, mais aussi c'est la forme sous laquelle aujourd'hui se répand la nostalgie dans la haute modernité où nous vivons tous. Dans l'histoire palestinienne, cette absence occupe la pensée collective de l'exilé palestinien en tant qu'elle entretient la revendication politique d'un retour, pour clamer le droit au retour, vers une maison dont on a gardé la clé. Mais pour combien de temps encore ? Aujourd'hui, les migrants palestiniens, qui sont filles et fils de réfugiés des années 40 ou 60, circulent comme les autres migrants vers l'Europe, au risque d'être considérés comme clandestins et plus largement indésirables. Ce qui se construit maintenant est un exil où il n'y a plus cette évidence matérielle, naturelle, du lieu, de l'absence qui existe dans l'histoire palestinienne. Cette force même de la mémoire du lieu de l'absence se disperse dans les nouvelles formes d'exil. C'est pour donner un lieu à une nostalgie toute délocalisée, qui risque d'être sans lieu, que la litanie des lieux prend son sens. L'exil devient alors la somme de tous les lieux traversés par l'exilé et retranscrits par le récit. Il faudrait penser à restituer cette présence au monde de l'exilé comme la chose la plus commune et la plus humaine qui soit. La parole, le récit tiennent ici le rôle qui vise à construire le lieu d'une nostalgie sans lieu. L'écrivain Noureddin Farah dit par exemple, l'écrivain somalien Noureddin Farah dit par exemple que son exil devient un pays imaginaire. Et Barbara Cassin, dans son ouvrage sur la nostalgie, rappelle que pour Hannah Arendt, le véritable pays de l'exilé, c'est devenu sa langue et non plus son pays perdu. L'exilé dont je parle est celui qui est errant, métèque ou paria, en stationnement sur la frontière. Il serait apparemment en attente. Pourtant, son existence se recrée sur la frontière. Il se transforme en même temps qu'il transforme la frontière. Nous savons que les frontières sont instables, qu'elles soient spatiales, temporelles, sociales. Elles changent sans arrêt de périmètre. Elles sont toujours renégociées.
Mais ce qui me semble important de dire maintenant à propos de la frontière, c'est que la frontière est le lieu et le moment d'une incertitude et d'une épaisseur sociale, le lieu d'une transformation, d'une créativité et de transformation de soi. J'évoquerai très simplement, pour en parler et pour revenir à l'anthropologie, ce que j'appellerais un triangle intersubjectif, c'est-à-dire la forme du rapport entre soi et les autres, un rapport mouvant qui passe par les concepts de la personne, de l'individu et du sujet. Pour l'anthropologie, la notion de personne, pour la sociologie, la connaissance de l'individu, éventuellement anonymé ou désocialisé ou désaffilié, et pour la philosophie, la théorie du sujet, de la subjectivation, de l'assujettissement, de l'assujetti. Les sujets existent en se détachant de leurs conditions sociales, celles qu'incarne la notion de personne, celle d'une identité assignée dans les contextes de socialisation. Mais on aura compris que les vies en exil dont je parle ont mêlé les registres culturels des lieux où ils sont passés. Il s'agit de se détacher aussi bien aujourd'hui des classifications de l'individu de type biopolitique, celles qui classent des populations anonymées et considèrent l'individu comme une entité isolée. En l'occurrence, la casuistique administrative, policière ou humanitaire, classe et trie les personnes en mouvement comme migrants économiques, réfugiés, faux réfugiés, clandestins, sans-papiers, etc., etc. Avec cela, le sujet, pour exister, doit aussi éventuellement se détacher d'un soi souffrant. Mais pourquoi parler d'une anthropologie du sujet à ce moment-là? Parce que s'il y a nécessairement des espaces, des scènes ou des situations pour qu'il y ait possibilité de subjectivation, esthétique, politique, rituelle, il y a aussi nécessairement des gens qui se mettent à exister à ce moment-là comme sujet, sous certaines conditions ou dans une situation donnée. Il y a donc, pour l'anthropologue, formation du sujet dans un espace et à un moment donné, une subjectivation qui dépasse, sans les supprimer, et éventuellement mobilise tout le stock d'apprentissage social et culturel auquel nous avons donné en anthropologie le nom de personne ou en sociologie le nom d'individu. Quelque chose d'autre se passe parfois, et à ce moment-là, le concept de sujet est plus proche de la prise de parole, de la politique, de l'esthétique, de l'agir en général. Dans un moment de crise de l'altérité, crise des identités culturelles, pourquoi se demander qui est le sujet? Eh bien précisément parce que cela nous ramène à la question de l'autre et donc de la frontière. L'échelle du monde comme périmètre le plus large de la vie humaine, écologique mais aussi politique ou économique, a dérouté l'anthropologie. Qu'en est-il des frontières et de l'altérité? Certains, fidèles sans doute à une vocation identitaire de l'ethnologie, ont voulu évoquer soit une identité humaine d'où l'altérité aurait disparu, soit des ontologies où se trouve relancée la fiction identitaire, ethnique ou civilisationnelle. Au lieu de dresser ainsi des murs identitaires justifiant les partitions au sein du même monde, je voudrais dire tout au contraire combien il est important d'aller voir ce qui se passe sur et dans la frontière, y rester assez longtemps pour voir comment les frontières sont elles-mêmes changeantes. À regarder de plus près le trait qui fait la limite entre un lieu et un autre, on s'aperçoit, en grossissant la focale si l'on veut, que cette limite est elle-même un espace qui a lui-même des frontières, sans qu'on sache plus alors de quel côté se trouve ce qu'on appelle dedans et dehors. Voyez le chemin parcouru par Tocqueville en 1831, lorsqu'il parcourt la frontière de 175 km qui le mène de Détroit
au village de Saginaw qu'il cherche à atteindre. Et en allant à Saginaw, il veut atteindre un Indien idéal, mais qui s'éloigne et qui tente à disparaître. Et au lieu de trouver cet Indien idéal, il trouve tout un peuple de la forêt, métis, hybride, ni occidental ni indien, hybride, dit-il. Un monde qui ne sait pas très bien de quelle nation, de quel Dieu et de quelle valeur il relève. Nous sommes donc là en pleine incertitude de la frontière. Les frontières sont les lieux de l'autre, du sujet autre qui arrive, incertain, dans un lieu qui est pour lui un labyrinthe difficile et qui vient bousculer un ordre identitaire plus ou moins imaginaire, politique, introduisant une altérité en même temps qu'une mobilité. Celles et ceux qui font l'expérience concrète de la frontière auront peut-être du mal à en faire l'éloge, car cela passe par beaucoup de difficultés, de périls, éventuellement de souffrances. En revanche, les ordres en place, eux, ont besoin de la frontière comme lieu de la relation avec l'autre. Sinon, l'identité endogamique, repliée sur elle-même, se meurt. Aucun angélisme dans cette position, aucun romantisme, c'est la leçon de toute l'anthropologie sur tous ces terrains, classiques ou contemporains. La frontière est partout, alors que Lévi-Strauss l'avait remarqué au début des années 70, lors de son séminaire sur l'identité. L'identité est un foyer virtuel qui ne correspond à aucune expérience concrète, même si nous croyons devoir nous y référer sans cesse. L'errant, le métèque, le paria ne sont pas les seuls occupants de cette frontière dont je parle ici. D'autres personnes les fréquentent, sans y être, eux, stationnés. Mais ils participent à la vie de la frontière, ils y ont donc une certaine responsabilité. Ce sont le marchand ou le commerçant itinérant dans les systèmes africains traditionnels, le logeur intermédiaire, qui est aussi passeur de frontières, le traducteur, bien sûr, qui fait passer d'une langue à une autre, ou la traductrice. Et il y a aussi l'explorateur. Tocqueville dans la forêt de Saginaw, Fabricio Gatti sur les routes africaines du désert et de la Méditerranée pour écrire son Bilal sur la route des clandestins, des journalistes qui ont décidé d'aller voir ce qui se passe aux frontières. Mais il me semble que la science sociale, l'anthropologie bien sûr, mais toute la science sociale, a un devoir de recherche et d'engagement pour observer, comprendre et faire connaître ce qui se joue aujourd'hui aux frontières et qui ressemble bien depuis une vingtaine d'années à une véritable guerre aux frontières. Je vous remercie.